il y a un certain moment où tu atteins un genre de palier où tu commences à reformer ta réalité. C'est-à-dire que tu as lâché des croyances d'un côté, tu as compris d'autres choses de l'autre côté, tu as continué à chercher un petit peu, et ben en fait, tu as l'impression d'avoir compris. Il y a un moment donné, tu te dis, ah, mais moi j'ai compris ce que c'est le but de la vie. Tu vois, et ça c'est le début de la phase de l'ego spirituel. On passe tous par là. Et oui, et elle est nécessaire en fait, cette phase-là. Encore une fois, parce que c'est encore une autre phase. Et généralement, t'es proche de cette phase-là quand tu te retrouves à être assez isolé socialement. C'est-à-dire que c'est un moment où t'as du mal à avoir des conversations normales. Parce que tout ce que tu as dans la tête, ça a tellement changé ton monde et ta perception de la réalité que tu trouves plus aucun point commun avec ceux qui t'entourent en fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview, celle de Laurie Humbert, énergéticienne, qui va nous parler du cheminement d'éveil spirituel à travers ses différentes phases. Alors si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes forcément quelque part dans l'une de ces phases et je suis sûr que ça va vous parler. Je remercie très sincèrement Laurie pour toute l'authenticité de son partage. Merci à tous, comme toujours, pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Laurie et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, ma deuxième invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis vraiment très content de te recevoir pour parler d'un sujet assez vaste, mais sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Je suis sûr que tu auras pas mal de choses à nous raconter. Ce sujet, donc, c'est le chemin de l'éveil spirituel. Mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et nous dire quel est ton prisme pour parler de ce sujet ? Oui, bien entendu. Bon, déjà, c'est un plaisir de revenir ici sur ton podcast. Et pourquoi le sujet m'a intéressée ? Parce qu'en fait, donc je réalise des consultations individuelles de soins énergétiques. Et régulièrement, j'ai des personnes qui viennent me voir, justement, qui ont des questions vis-à-vis de ça, parce qu'il leur arrive des choses. Pourquoi je me sens légitime d'en parler ? Alors, je dis pas que j'ai fait un éveil spirituel et que maintenant je comprends tout et que je suis une éveillée, etc. Hein, c'est pas mon plan. Mais je suis passée par certaines phases intéressantes, on va dire, concernant de ce que j'appelle vraiment les symptômes d'éveil spirituel. Et les symptômes, il peut y en avoir de toutes sortes. Et la raison pour laquelle j'en parle, parce que moi j'ai vécu ce qu'on appelle un éveil de Kundalini. Mais avant ça, il m'arrivait aussi d'autres expériences, que ce soit en méditation, voyage chamanique, dans d'autres sphères, des voyages astraux, des choses comme ça. Ce qui fait que j'ai goûté à une variété d'expériences autour des états modifiés de conscience et de ce qu'on pourrait appeler gravité autour de ces éveils, de ces symptômes en fait d'éveil spirituel, avec des compréhensions, des bouleversements physiques, psychiques, etc. Et donc régulièrement j'en parle avec mes consultants parce qu'en fait, ils ont des questions, puis que je vois que c'est de plus en plus fréquent, puis qu'ils en vivent de plus en plus souvent. C'est passionnant, j'ai déjà plein de questions, mais avant ça, si on voit la chose de manière vraiment globale, est-ce que selon toi, quand on vient s'incarner sur ce plan qu'est la Terre, on a tous quelque part en toile de fond l'idée de réussir à s'éveiller spirituellement, alors de plein de manières différentes et on part tous d'un niveau aussi différent, mais est-ce que déjà, selon toi, c'est un peu un objectif commun ? Je sais pas si on pourrait parler d'un objectif d'éveil spirituel, je pense pas. Je pense qu'on a tous l'occasion de s'améliorer, d'apprendre quelque chose de notre incarnation. Il y en a pour qui ça va passer par des phases très concrètes, justement, de reconnexion avec des sagesses, des enseignements spirituels, et donc des symptômes, des choses comme ça. Mais c'est vraiment pas le cas pour tout le monde, je pense pas. Sachant qu'il y a énormément de gens qui vivent des états de grâce et des états qu'on pourrait parler d'éveil et qui ne passent pas par le prisme spirituel. Ils vont passer par d'autres prismes en fait. Donc je pense que c'est vraiment propre à chacun. Et pour moi, c'est pas une généralité. C'est juste que, étant donné que notre période est propice justement à
à ce qu'il y ait de plus en plus de personnes qui prennent conscience de leur spiritualité. En fait, on en voit de plus en plus. C'est tout. Ok, ok. Toi qui vois, tu le disais en introduction, beaucoup de personnes qui sont sur ce chemin, est-ce que ce chemin, il est quasiment identique pour les personnes que tu vois, ou est-ce que vraiment d'une personne à une autre, ça n'a rien à voir? Dans le fond, il est très similaire. Je vais parler d'archétypes, ok? Je trouve qu'il y a des similitudes, il y a une espèce d'archétype en fait du cheminement de l'éveil spirituel. Par contre, dans la forme, c'est-à-dire dans la manière dont ça va se manifester, ben là, c'est là où on a énormément de variété en fait. Chacun va vivre selon son prisme, selon ce dont il a besoin aussi. En fait, il va vivre une façon très différente de vivre ça. Mais dans le fond, on va trouver des étapes, des cheminements qui sont communs, où on va dire, moi je trouve qu'il y a quand même un espèce d'archétype qui se déploie en fait. Ok. Et alors, donc, rentrons dans le vif du sujet, ces étapes, par quelles étapes on peut passer quand on commence à s'éveiller spirituellement? Bah, en général, ça commence par un jour qui est pas fait comme les autres. Il se passe un truc. Ce truc-là, il peut être plus ou moins plaisant, hein, donc il y en a pour qui ça va être des chocs de vie, des séparations, des deuils, des burn-out, des maladies, des accidents, mais ça peut être aussi des rencontres avec certaines personnes. Il y en a pour qui ça va être un voyage, il y en a pour qui ça va être... j'ai en tête quelqu'un où c'était un dépassement physique, par exemple, dans le cadre du sport. Et puis il y en a d'autres aussi où c'est un petit peu flottant, c'est-à-dire que c'est latent depuis un certain temps, puis il y a un moment donné, pourquoi aujourd'hui il décide de se poser la question, mais pourquoi je fais des rêves prémonitoires, quand même il se passe des choses bizarres avec mes mains, j'ai régulièrement les mains qui chauffent, je vois des visages la nuit, j'ai la sensation de présence quand je rentre dans les lieux, c'est quelque chose qui est un peu latent, puis un jour il se décide de se poser la question en fait. Donc c'est pour ça que je dis que, pour moi, la première phase, c'est la prise de conscience, en fait, tout simplement. Comme on peut l'entendre, hein, c'est qu'à un moment donné, il y a une étincelle de conscience qui vient, et qui vient éclairer quelque chose qu'on avait considéré comme plus ou moins latent, ou au contraire, si c'est un choc, bah, qui vient carrément nous bouleverser et nous mettre à côté de nous-mêmes suffisamment, en tout cas, pour que on soit suffisamment décalé de notre vie quotidienne et de notre vie courante, que d'un seul coup, on a un autre regard, on change de prisme, on est capable de voir les choses un peu différemment, qui fait qu'on se pose des questions. En fait, c'est ça le début, quoi, je dirais. Tu parlais justement de choc et on sait qu'effectivement, dans certains cas, et souvent d'ailleurs, il y a des chocs qui sont annonciateurs de cet éveil. Est-ce que selon toi, quand c'est violent, parce que parfois c'est vraiment violent, c'est parce que il y a eu des avant-signes, on va dire, de cet éveil et qu'on n'a pas forcément voulu les écouter et que du coup l'univers te dit bon allez, là Coco, si tu te prends pas ce choc-là, tu comprendras pas. Ou est-ce que de toute façon c'est parce que la personne dans son plan d'incarnation s'était dit bon là je vais me mettre ce choc, ça va être bien brutal et comme ça hop après c'est parti. Bah, pour moi, il y a un peu des deux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des personnes, effectivement, qui avaient des signes et puis qu'en fait, qui les ont ignorés. Mais encore une fois, on peut pas nous blâmer là-dessus. La vie étant ce qu'elle est, en fait, il n'y a pas beaucoup d'espace et de moments qui nous permettent de favoriser, en fait, une écoute intérieure et d'être tourné vers soi. Donc, des fois, ça va jusqu'à des chocs assez violents. Et puis il y en a d'autres où en fait ils ont choisi ces événements-là parce que c'est par ce prisme-là que ça va leur permettre de comprendre en fait ce qu'ils ont besoin de comprendre. Souvent d'ailleurs on le retrouve, hein, nous, j'ai tendance à dire que notre génération, pour ceux qui savent pas, je suis génération Y, nous on est la génération de ceux qui se reconvertissent. On est tous en train de changer de métier. Mais non, mais c'est vrai. On a vraiment une espèce de génération où d'un seul coup, on revisite un petit peu tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on a vécu dans la société, puis qu'en fait, on a décidé de faire autre chose parce que justement, il y a eu un éveil, une prise de conscience, quelque chose. Donc, dans certains cas, en fait, les gens qui se reconvertissent, ils se reconvertissent dans des voies, dans des métiers, dans des activités qui sont en lien avec ce qu'ils ont vécu.
Donc, que ce soit par exemple du deuil, ça va être de l'accompagnement au deuil. On a d'autres qui passent par le prisme de la maladie, d'autres qui vont accompagner des changements naturels, mais quand même bouleversants de vie, par exemple une naissance. Il y a plein de facettes différentes, en fait. Ouais, c'est intéressant. Tout à l'heure, tu citais en exemple le fait d'avoir les mains qui chauffent. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu lors de mon éveil spirituel il y a quelques années. La question qu'on peut se poser quand on a effectivement ce symptôme-là, là, les mains qui chauffent, c'est mais j'en fais quoi en fait de ces mains qui chauffent et jusqu'à quel point, si j'ai les mains qui chauffent, ça veut dire que bah, allez hop, j'arrête tout et je deviens magnétiseur du jour au lendemain, quoi. Ouais. Bah, ça peut être le cas, hein. Mais alors souvent, donc c'est une des manifestations, par exemple, je dis les mains qui chauffent parce que moi aussi j'en vois souvent qui me rapportent ce genre de phénomène-là. J'ai l'impression que, et encore une fois, hein, tout ce que je dis, c'est ma compréhension, mon prisme, voilà, de ce que j'ai compris à l'instant T. J'ai l'impression qu'en fait, cette prise de conscience, la conscience qui vient dans cet être, qui a l'occasion de s'installer alors qu'avant il n'y avait pas de place, que c'était hermétique, et que d'un seul coup on a ouvert un œuf, on a ouvert en fait une espèce de coquille qui fait que cette conscience peut rentrer à l'intérieur. Avec ça vient de l'énergie vitale. Hmm. Et en fait, cette énergie vitale, elle va passer par nos canaux énergétiques. Et nos canaux énergétiques, en fait, ils peuvent nous donner en fait des symptômes justement comme les mains qui chauffent. Et pourquoi les mains, les pieds par exemple? Parce que c'est des parties du corps qui sont faits pour évacuer, qui sont faits en fait justement dans l'échange avec l'extérieur. Donc des fois, les mains qui chauffent, ça veut dire quoi? Bah, c'est simplement que tu as une accumulation d'énergie vitale dans ton corps et que du coup, elle décide de sortir. Il lui faut une porte de sortie. Mais ça peut être dangereux si je donne pas de porte de sortie à ces mains qui chauffent, si je décide en conscience d'ignorer ces symptômes. Non, mais en fait, tu vas naturellement l'évacuer d'une manière ou d'une autre dans ta vie courante. Si tu fais du sport, par exemple, tu vas l'évacuer. Mais même si tu fais pas du sport, si tu fais d'autres choses, il y en a qui l'évacuent pendant le sommeil. Par exemple, ils vont avoir des nuits assez agitées, le corps va se remettre en fait totalement d'aplomb en fait pendant ces périodes-là. Donc il y a toujours des moments de repos. Le corps, il sait très bien comment se remettre par lui-même en fait. Il est fait pour se rétablir dans une harmonie. Donc il va trouver forcément des moyens d'évacuer quand il y a des surplus, des choses comme ça. Je dis juste que des fois on peut en avoir conscience. Bah tiens, j'ai les mains qui chauffent, qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, ça peut peut-être dire que tu as du magnétisme, mais je pense qu'on est tous, on a tous la possibilité d'utiliser notre magnétisme. Après, est-ce qu'on est censé en faire quelque chose? Sous-entendu, ok, il faut que je devienne magnétiseur ou guérisseur ou quoi que ce soit, bah, pas forcément. C'est là où il faut voir un peu plus loin que le simple symptôme qui apparaît en fait dans notre corps, quoi. Mais c'est ça qui est hyper difficile en fait, c'est parce que tu viens de mettre le doigt dessus en fait. Tu as tout d'un coup là, c'est tous ces symptômes qui peuvent arriver. Imaginons, tu vois des visages, ou tu entends des trucs, tu as des mains qui chauffent et puis tu te dis, ok, si ça m'arrive, c'est que faut forcément que j'envoie tout balader et je change de métier, je change de vie. Comment est-ce que je sais concrètement ce que je dois en faire de cet éveil, tu vois? Si ça doit devenir une profession ou pas du tout? En fait, généralement, on est motivé par deux choses. La première chose, c'est de mettre fin à la souffrance. Des fois, en fait, notamment quand c'est des chocs de vie, en fait, tout ce qu'on cherche à faire, c'est de mettre fin à la souffrance, que ce soit une souffrance physique, émotionnelle ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi, bah, j'ai les mains qui souffrent, je veux arrêter ça. Ou en tout cas, je veux comprendre ce qui se passe. Et ça rejoint mon deuxième point. Le deuxième, c'est assouvir sa curiosité et sa quête de sens. Parce qu'en réalité, quand on a quelque chose comme ça qui nous arrive, on se dit, j'ai un message à comprendre. Il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne. Donc oui, tu peux faire un raccourci assez rapidement, mais encore là, il faut que tu sois informé. Parce que moi, j'ai des gens qui viennent me voir en disant, ben voilà, j'ai les mains qui chauffent et qui sont pas du tout au courant de ce qui existe en fait. Qu'il y a des métiers qui utilisent cette capacité-là, par exemple. Donc il y en a, ils sont encore à l'étape d'avant où il leur arrive quelque chose et ils ont aucune idée de ce qui leur arrive en fait. Des gens qui, par exemple, écoutent ton podcast, qui sont déjà, qui ont déjà une démarche en fait pour comprendre, pour connaître un peu la spiritualité, des choses comme ça, ils vont avoir d'autres informations, mais pas tout le monde.
Et c'est là où rentre pour moi en compte en fait la deuxième phase, c'est-à-dire que est-ce que tu vas choisir d'en faire quelque chose comme un métier ou non. Il faut que tu rentres dans la deuxième phase. La deuxième phase, pour moi, c'est ce que j'appelle l'exploration, en fait. L'exploration, c'est quoi? C'est de se mettre en quête, de comprendre ce qui se passe. C'est là, typiquement, où tu deviens un boulimique d'informations. Tu lis des livres, tu regardes des vidéos YouTube, tu écoutes des podcasts, tu suis des comptes Instagram, tout ça. Tu vas avoir des professionnels intuitifs, tu prends des consultations, des choses comme ça, parce que tu t'ouvres à ce que, bah voilà, il y a un monde qui s'est ouvert, il y a de l'information qui t'est accessible, mais n'empêche que tu es encore en quête et en recherche de trouver une information qui va te servir toi. Donc, on part dans cette espèce de recherche et d'exploration pendant ce moment-là. Et à travers ça, eh ben, il nous arrive encore des trucs. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, bah, quand on cherche, on trouve. Donc, on trouve des expériences. On commence à vivre des moments particuliers, des moments de grâce. On s'inscrit à des ateliers, des initiations, des conférences et on vit des trucs et on comprend des choses. Et on guérit. On guérit des parties blessées de nous, des parties physiques aussi. On dépasse des traumatismes. On développe aussi des nouvelles capacités. C'est pas seulement les mains qui chauffent, mais peut-être autre chose. On se rend compte que finalement notre intuition, elle est meilleure que ce qu'on pensait. Que finalement, quand il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais moi je fais ça », ah ben moi aussi en fait, je savais pas que c'était une capacité, mais maintenant je le comprends. Que par exemple, je fais de la télépathie parce que je comprends très rapidement ce que les gens ils disent avant qu'ils aient fini leur phrase, par exemple. Donc on commence à faire des liens et à tirer un peu des hypothèses et des conclusions sur tout ça. Et c'est une expérience, c'est une phase très dynamique et très grisante en fait. Moi, je me rappelle bien de cette phase effectivement que tu décris parce que j'étais très excité, à la fois très excité de découvrir tout ce monde-là, de m'empiffrer parce que c'était vraiment ça, hein, le terme de contenu, et en même temps de me dire mais il y avait une petite partie au fond de moi qui me disait mais quand même fais preuve un peu de discernement, quoi. Et justement, la question, c'est comment est-ce qu'on fait preuve de ce discernement quand on est, eh bien, comme ça, sous le feu de tellement de contenu, de tellement d'informations qui peuvent d'ailleurs se contredire les unes avec les autres. Tu vois, on nous parle de flammes jumelles, donc tout à coup, on va voir que des flammes jumelles partout, d'âmes sœurs, du karma, on se dira bah tiens il m'est arrivé ça dans la vie, c'est mon karma. Enfin, tu vois, c'est hyper difficile de garder son discernement, je trouve. Tout à fait. Ben pour moi en fait le discernement il vient après. Je pense qu'au début t'es dans un genre de boulga là, surtout en ce moment avec le genre d'informations dont on est abreuvé. Effectivement c'est difficile de faire le tri. Et dans un premier temps c'est pas très grave de pas faire le tri tout de suite. Je dirais que le discernement il faut l'avoir toujours en arrière-plan en disant je suis en train d'explorer un domaine de connaissances que je découvre. Donc forcément, on a encore nos jugements, nos croyances, notre propre perception de la réalité qui discrimine de toute façon ces informations-là. Et généralement, dans cette phase, tu vas te rendre compte que au début, tu es attiré par certains types d'informations, de contenu, puis petit à petit, ça migre et tu t'ouvres un peu plus à certains champs, à certaines possibilités, à certaines informations que au début, t'aurais complètement réfuté, parce qu'en fait, c'était entièrement hors de ta capacité de penser, en fait. Donc petit à petit, en fait, finalement, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Et généralement, dans cette période-là, si tu es dans cette période-là, généralement, bon, c'est sûr que t'es avide de contenu, tu te lasses jamais. Tout autour de ça, en général, même dans ton cercle social, t'arrêtes pas d'en parler. Et tu vas continuer, en fait, à aller jusqu'à un certain point d'information jusqu'à ce que tu retombes de nouveau dans un genre d'impasse. C'est quoi cette impasse? Pour moi, c'est soit, en fait, il faut que tu passes la barre de l'expérience. C'est qu'en fait, le niveau de connaissance intellectuelle a ses limites et qu'il faut que tu ailles plus loin et que tu vas vivre les choses différemment. Donc, c'est pour ça que je parle que c'est une phase de recherche et d'expérience. Parce que c'est le moment où tu inities des choses. Quand je dis tu vas faire des consultations, des initiations, des ateliers, des séminaires, des retraites, des choses comme ça qui te changent, c'est par le prisme aussi de l'expérience, quoi. Et il y a un certain moment où
t'atteins un genre de palier où tu commences à reformer ta réalité. C'est-à-dire que t'as lâché des croyances d'un côté, t'as compris d'autres choses de l'autre côté, t'as continué à chercher un petit peu, et ben en fait, t'as l'impression d'avoir compris. Il y a un moment donné, tu te dis, bah, ah, mais moi j'ai compris ce que c'est le but de la vie. Tu vois, et ça c'est le début de la phase de l'ego spirituel. On passe tous par là. Et oui, et elle est nécessaire en fait cette phase-là. Encore une fois, parce que c'est encore une autre phase. Et généralement, t'es proche de cette phase-là quand tu te retrouves à être assez isolé socialement. C'est-à-dire que c'est un moment où t'as du mal à avoir des conversations normales. Parce que tout ce que t'as dans la tête, ça a tellement changé ton monde et ta perception de la réalité que tu trouves plus aucun point commun avec ceux qui t'entourent en fait. Et puis t'es pas encore, ou en tout cas t'es sur le point de rencontrer d'autres personnes qui pensent un peu comme toi. Donc généralement il y a un shift comme ça social où on quitte un peu celui qu'on connaissait. D'ailleurs nos proches souvent nous le reprochent parce que du coup ils se disent bah qu'est-ce qui t'arrive, t'es perdu, t'es perché, meuf t'as changé quoi. Voilà, t'as changé, quoi. C'est ça. Moi, le nombre de meufs t'es perché, ça c'est clair qu'on me l'a pas mal dit aussi. Et puis, en même temps, on nous reproche, tu vois, d'être déconnecté de la réalité, de vivre dans le monde des bisounours, ce genre de choses-là, en fait. Et c'est normal. Et en même temps, on peut devenir un peu prétentieux. C'est-à-dire que la forme d'ego spirituel, c'est... On dit, oui, mais en fait, ils ont pas compris. C'est des moldus. Ils en sont pas là. C'est pas grave. Ils y viendront, etc. On a cette espèce de dédain, en fait, sans le vouloir, ok? On s'en rend pas compte tout de suite quand on est dans cette phase-là. Mais en tout cas, on commence aussi à diffuser des messages, à parler sur les réseaux, à dire des choses pour le bien de l'humanité, etc., etc. En fait, on croit avoir trouvé une forme de vérité, en fait. C'est ça. Ouais, il y a une phase à l'intérieur de ça, là, qui a été compliquée pour moi à l'époque, c'était le fameux coming out spirituel, tu vois. Justement, s'affranchir du regard de ton entourage, de tes proches, de tes amis, des personnes que tu as fréquentées toute ta vie, quoi. Et de leur dire, bah non, ma vision a changé, ou voilà ce que j'ai compris. Et d'ailleurs, il y a un autre truc qui est difficile, c'est que dans ce cadre-là, tu es tenté, toi, d'aller convertir ton entourage, en fait. Et ça, c'est c'est hyper dur parce que tu te rends compte que les gens, en fait, sont pas réceptifs. Enfin, la plupart des gens sont pas réceptifs. Et c'est frustrant quand toi, tu as la sensation d'avoir compris. Oui, ben là, tu rentres dans la phase du sauveur, en fait. C'est que, étant donné que tu as compris, bah, tu veux expliquer aux autres. Ok? Donc en fait, on rentre dans une espèce de phase du sauveur, mais en fait, les gens n'ont pas besoin d'être sauvés, ils ont besoin d'être inspirés, ce qui est différent. Mais encore une fois, faut un peu cheminer justement pour sortir de cette phase-là. Et effectivement, alors moi je parle pas de coming out spirituel parce que j'aime bien garder ce terme pour les communautés concernées, mais c'est vrai que affirmer de nouvelles croyances, de nouvelles pensées, voire même changer d'activité, justement, avoir des bouleversements très concrets, très palpables en fait. Effectivement, il faut expliquer à son entourage. Mais moi, ce que j'ai compris, enfin ce que j'ai vu en fait souvent dans les expériences que je suis, c'est que les gens n'ont pas complètement intégré leur expérience et donc du coup, ils sont pas capables d'en parler simplement avec les bons mots. Et c'est là où ils rentrent en conflit et en fait où ils se heurtent en fait à l'autre parce qu'ils essayent de convaincre et de prouver qu'ils ont raison, qu'ils sont légitimes à faire ce changement. Et donc, quand tu rentres dans une phase où tu essayes de convaincre et tu essayes de te justifier, t'es pas à ta place, t'es pas centré en toi-même, en fait, tu vois. Et donc, pour moi, en fait, il faut avoir vécu finalement cette intégration où, en fait, t'as compris pour toi-même qu'est-ce qui s'était passé comme changement à l'intérieur de toi. Et après, tu verras que tes mots et ta façon de t'expliquer sont tellement plus simples et beaucoup moins compliqué, et puis et en fait tu peux t'adresser à n'importe quelle personne dans la rue ou quoi que ce soit, expliquer ton métier, puis personne va dire quoi, mais c'est quoi ce truc, mais c'est complètement perché. Non, ils vont dire ah ok, sympa, ok. Et quand t'arrives
à avoir le mot de vocabulaire et la posture qui permet justement que t'es pas en train de convaincre les autres, là, il y a une intégration de tout ce que t'as compris et de tout ce que t'as vécu. C'est d'ailleurs assez surprenant quand tu en arrives à cette phase-là et que tu dis plus facilement aux gens ce que tu fais, que tu n'essaies pas de vendre ce que tu fais, c'est simplement de dire voilà, je fais ça. Et que tu vois en fait que les gens sont assez réceptifs et que tu t'imaginais pas du tout que des gens a priori qui ne sont pas sur ce chemin-là puissent se dire ah ok, bah c'est intéressant quoi. Ouais. Et c'est là où je parle de phase d'inspiration. T'es plus dans la phase du sauveur, tu inspires, parce que t'incarnes qui tu es, tu cherches pas à convaincre, tu dis juste, bah voilà, moi je vends des fraises. C'est tout. Tu vois? Tu cherches pas à dire, oui, j'ai une exploitation de fraises parce que c'est vachement bien pour la nature et puis pour le pré qui est en face et puis en fait, non, t'es pas en train de faire ça, tu dis juste, moi je suis vendeur de fraises, c'est tout. Et quand ta posture, elle est vraiment différente en fait en disant ça. Est-ce que dans tout ce processus, il y a un moment où il peut y avoir une phase de désenchantement? Ouais. Mais moi, je trouve que avant d'arriver justement à cette posture-là, j'ai l'impression que j'ai vu des personnes qui l'avaient pas vécu, donc je sais pas si c'est universel ou non, mais pour moi, il y a quand même une phase qui est l'épreuve. C'est-à-dire que t'as vécu cette phase d'exploration, t'as changé de paradigme, t'as changé de vision, de vie, de croyance, de perception de la réalité, etc. Mais finalement, c'est quand même une case pour une autre. Quand tu t'inscris du coup dans une autre case, la case spirituelle, bah t'es encore dans une case. Et moi j'ai l'impression qu'à ce moment-là, vient frapper à la porte l'épreuve de la vie. Et l'épreuve de la vie, elle te dit quoi? Tu te dis bah tiens, on va voir si t'as bien compris. Et du coup tu revis un autre choc de vie. Alors ça peut être le même genre, hein, ça peut être de nouveau un deuil, une séparation, un burn-out, etc. Puis là tu te dis bah voyons, j'avais compris pourquoi ça m'arrive à moi. Et là, on vit de nouveau, en fait, une blessure primordiale, quoi, de la trahison, de l'injustice, de l'abandon. Et en fait, c'est la fameuse crise de foi. C'est que d'un seul coup, on se dit, en fait, je pensais avoir compris, je pensais être prêt, et en fait, pas forcément. Et là, de nouveau, nos repères s'effondrent. Et généralement, c'est là où on parle, par exemple, de nuit noire de l'âme. Parce qu'en fait, nécessairement, cette deuxième case qui s'est créée, là, il va falloir de nouveau la déconstruire. De nouveau, en fait, la faire muer, en fait. Et en général, si tu considères que cette case, elle est tenue par comme des piliers, tous tes piliers autour de toi, en fait, ils s'effondrent. Et il n'y a plus aucune certitude. C'est ça la nuit noire de l'âme, c'est qu'en fait, on ne sait plus sur quoi se reposer. Il n'y a plus de repères. Ce que je pensais être vrai, que j'ai trouvé dans le monde spirituel, finalement, c'est pas exactement ce que je pensais. Ça peut être des désillusions vis-à-vis de certains enseignements, de personnes, de choses comme ça, de ce qu'on croyait de nous-mêmes aussi. Donc en fait, c'est de nouveau, on explose les fondations, on explose la façon, notre paradigme de réalité. Et plus rien n'a de sens. Et du coup, plus rien n'a de sens parce que la vie d'avant n'a pas de sens. La vie qu'on s'est construit n'a plus de sens non plus. Donc là, il n'y a plus rien, quoi. En fait, on se sent complètement perdu, à la dérive, tout est remis en question. Et justement, quand il n'y a plus rien à quoi se raccrocher, le seul truc qui vient ensuite, c'est quoi? C'est la lumière à l'intérieur de nous. C'est le seul truc immuable qui ne change jamais. C'est le moment où on trouve la présence. C'est ce point de lumière qui nous compose et qui est notre phare dans la nuit. C'est pour redéconstruire de nouveau tout notre extérieur et tous ces piliers qui ne servent à rien, entre guillemets, et pour se reconstruire à partir d'où? À partir de notre centre. Ouais, c'est hyper inspirant ce que tu dis, Laurie. Moi, dans mon cas, j'ai pas eu la sensation d'avoir vraiment complètement ce désenchantement, mais par contre, j'ai fait un peu une overdose de concepts, une overdose tu vois, j'ai eu un moment besoin de revenir à beaucoup de simplicité et de redéfinir un peu cette notion de ce qu'était la spiritualité pour moi, parce que auparavant, j'avais la conception de cette spiritualité, c'était justement tous ces concepts, toutes
ces cases dont tu parles. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais des personnes dans mon entourage qui étaient hyper spirituelles, mais qui rentraient pas du tout dans ces cases-là, en fait. Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion que je m'étais trompé en fait dans ma définition qu'on pouvait tout à fait être extrêmement spirituel et pas du tout travaillant dans ce domaine-là ou ayant un discours spiritualisé en fait. Ben oui, tout à fait. Et c'est pour ça que je l'appelle la crise de foi. Parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Après la phase de boulimie intellectuelle, qu'est-ce qui se passe? Bah t'as trop mangé. Du coup, il faut bien faire travailler ton estomac pour qu'il puisse discriminer qu'est-ce qui doit être éliminé, qu'est-ce que tu gardes et qu'est-ce qui est bon pour toi. Et tout est une question d'équilibre. Donc du coup, c'est bien ça en fait, c'est que... Alors il y en a qui vont passer par des phases comme la nuit noire de l'âme, des choses comme ça, puis il y en a effectivement comme toi qui vont plutôt en fait se référer quand même à sa sagesse intérieure en fait. Il y a un moment donné, c'est ça qui va prendre le pas sur l'information extérieure. Et c'est ça qui va te permettre en fait de savoir ça je garde pas. Ça fait du sens pour moi, ça le fait pas. C'est parce que du coup tu as quand même un retour vers l'intérieur. C'est depuis ton intérieur que tu vas voir ton environnement. Et jusqu'à présent, il y avait beaucoup de mouvements extérieurs vers intérieur. Il y a un autre truc aussi qui se passe dans ce moment-là, moi je trouve. Ça fait la transition finalement avec la phase de sortie, j'ai envie de te dire. C'est pour moi, il y a un moment donné où... du coup, notre volonté, elle est plus dirigée vers une satisfaction de personnelle, c'est une quête égotique, mais elle devient à l'écoute de ce que la vie propose. Je parle de cette espèce de retournement, en fait, qui est, je suis plus en train de consommer du contenu pour en faire une réalité, puis comprendre la vie, puis m'accaparer le but, le sens de la vie. C'est par mon prisme, ma lumière intérieure, ma sagesse, etc. Je regarde le monde différemment, et du coup, on change de mouvement. Et ça, c'est ce que j'appelle se mettre au service, parce que j'ai l'impression, à ce moment-là, c'est que on refait des ponts entre notre vie d'avant et celle d'après. En fait, au lieu de rejeter complètement ce qu'on était avant, on refait des ponts. Et il y a une phase, je trouve qu'on passe par une phase, je vais l'appeler une phase de soumission. Mais pas de manière négative, mais c'est une soumission à soi-même, à son divin intérieur. Il y a un moment donné, on lâche les armes, on pose les genoux à terre, on dit « Je vais faire en sorte de suivre ta volonté. Ta volonté étant la volonté divine qui nous anime. » Et c'est plus à partir de soi, tu réceptionnes et tu actes cette source qui vibre à l'intérieur de toi. Écoute, c'est passionnant parce que tu mets des mots, du coup, tu me permets de comprendre les phases par lesquelles je suis passé. Donc, c'est chouette, puis je suis sûr que ça parle à beaucoup des personnes qui nous écoutent. Quand on en arrive à cette dernière phase là que tu décris et qui quelque part peut aussi s'expliquer, enfin se comprendre comme une sorte de foi dans tout ce qui est, dans tout ce qui vient, et aussi dans le fait que voilà, enfin il y a des choses à comprendre de tout ce qui se passe autour de nous, et que je trouve que c'est une vraie phase d'apaisement, cette phase-là. Quand on en arrive là, c'est quoi la suite en fait? Est-ce qu'on est arrivé ou il y a quoi après? Bon, déjà dans cette phase-là, en fait, qu'est-ce qu'on apprend, c'est à trouver notre juste place. Et la juste place, en fait, on peut la trouver, mais il faut la garder. Donc pour moi, en fait, la suite, c'est ça, c'est l'apprentissage de garder cette juste place, ni au-dessus des autres, ni en dessous des autres. On est humble, mais sans se dévaloriser. On accepte effectivement que la vie a des propositions pour nous, et on apprend à les accepter puis à acter ces propositions-là. En fait, on est toujours en apprentissage, c'est juste qu'on marche sur un petit chemin bien étroit, et on apprend à ne pas aller trop à gauche et trop à droite et trop en avant et trop en arrière, et de rester dans notre centre. De temps en temps, on glisse. Exactement. Et après, on essaie de se remettre. Voilà, donc on a des petits rappels, des petites claques derrière la tête en mode hop, remets-toi sur le juste chemin. Mais en fait, pour moi, c'est ça la phase d'après, c'est qu'en fait, on doit rester en fait. Et je pense que c'est pour ça que je dis que t'as pas besoin d'aller
de passer par le prisme de la connaissance spirituelle pour arriver à ce truc-là, parce que tu vois bien qu'il y a énormément de gens dans notre entourage qui n'ont aucune idée de savoir et de connaissances spirituelles et qui vivent quand même ce chemin de justesse. C'est un chemin de moralité aussi, c'est un chemin où ton cœur, ta tête, tes actes, ils sont alignés en fait. Et c'est ça qu'on apprend. Et après, j'ai l'impression que du coup, comme on est quand même au service de ces propositions de vie, okay, on reste sur notre juste place. Donc, j'imagine que en servant, en fait, on apprend encore une fois à se défaire de nouveau de croyances. On continue à nouer, on continue à améliorer des choses, à raffiner en fait la proposition. Il y a souvent cette idée, tu sais, quand on entend des gens parler de ce sujet-là, il y a souvent cette idée que plus tu vas chercher la lumière, en gros, plus tu vas au fond de toi, plus tu vas avoir des parts sombres de toi. Tu sais que ça fonctionne en dualité, quoi. L'un ne va pas sans l'autre. Et ça donne pas franchement envie d'aller beaucoup travailler cette histoire-là, parce que enfin, il y a un moment où tu te dis bon, j'ai pas forcément envie d'aller non plus passer mon temps à aller creuser mes sujets, mes blocages, mes problèmes, mes machins. Enfin, c'est un peu pénible, quoi. J'ai envie de te faire une métaphore, mais si tu vas dans un marais et que tu remues la boue au fond, là, l'eau va se troubler voilà, se troubler. Tu peux bien remuer autant de fois que tu veux la merde au fond et regarder sous tous les prismes qu'est-ce que c'est. Il y a un moment donné, ça reste des trucs qui sont pas bons pour toi, en fait, tu vois. Donc oui, tu peux les sortir de la mare avec ta petite épuisette. Ok. Mais aussi, une autre possibilité qui, je pense, est plus juste et plus inspirante, c'est simplement d'y mettre de l'eau claire. Donc si tu mets de l'eau claire au fond de ton verre ou au fond de ta mare, à un moment donné, en fait, tu vas naturellement éliminer en fait ce qui est au fond et ce qui est trouble, en fait. Tu vois ? Donc les deux sont possibles, les deux sont intéressantes. Après, moi, je pense que on doit aller un petit peu à l'intérieur de soi-même et visiter ce qu'on appelle nos ombres, etc. Parce que ça permet des prises de conscience et ça permet de comprendre ce qui n'est pas nous. Donc ça permet consciemment simplement de s'enlever des barrières, de s'enlever des couches d'oignons et de les déposer à terre dans une action réfléchie et consciente. Et ça, c'est important, parce que cette action qu'on fait consciemment, ensuite, on va continuer à le faire, mais de manière de plus en plus subtile et dans la vie quotidienne, sans forcément y mettre autant d'attention. Mais en parallèle, faut se nourrir. Faut se nourrir de lumière, faut se nourrir de quelque chose qui est bon pour nous, en fait. Si on est tout le temps tourné vers ce qui va pas, bah, je pense qu'à un moment donné, on tourne en rond. Toi, Laurie, du prisme duquel tu nous parles, donc tu as dit, hein, tu es de la génération Y, donc t'es pas très âgé. Tu as déjà fait tout ce cheminement, j'imagine que si tu nous en parles, c'est que tu l'as vécu. Et tu nous as dit que tu avais vécu ce qu'on appelle l'éveil de la Kundalini. Est-ce que tu peux revenir dessus, parce que il se trouve que très récemment, j'ai eu un consultant qui est venu me parler de son expérience, que ça m'a fait penser à toi, et du coup je te l'ai envoyé, mais j'en sais pas forcément plus sur ce que c'est ou par quoi on passe quand on est dans cette phase-là. Je te dirais que toutes les phases d'éveil, d'une manière générale, elles suivent le principe du popcorn. Okay, puisqu'on est dans un éveil de conscience généralisé, qu'il y a une augmentation du taux vibratoire de la Terre, etc. Alors, on est tous des popcorn dans la même poêle et on est tous en train de, finalement, émerger les uns après les autres. Ce qui s'est passé avec le consultant dont tu parles, c'est qu'en fait, il a été proche de quelqu'un qui, cette personne-là, était en train de vivre des éveils très forts en termes d'énergie, en termes de prise de conscience, etc. Et lui, par effet popcorn, par effet simplement d'être à côté ou être en contact, il s'est pris la charge énergétique de ces éveils-là. Mais lui, par contre, sa psyché n'était pas prête. Son corps n'était pas prêt. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, il a eu ce qu'on appelle un début d'éveil de Kundalini. Et ce que ça fait concrètement, c'est, imagine que tu branches
du 1000 volts sur une prise qui est censée en avoir que 200, et ben qu'est-ce qui se passe? C'est une surcharge en fait. C'est une surcharge d'énergie qui passe à travers le corps, qui peut être vraiment délétère parce que du coup ça peut brûler. En fait, l'énergie elle passe par tous les canaux subtils. Donc ça passe par nos centres énergétiques principaux, mais aussi surtout par tous les nadis. Parce qu'en fait, en premier, ce que cherche à faire l'énergie, c'est de libérer et de nettoyer les canaux de sortie avant de charger l'intérieur, ce qui est logique. Ce qui fait que quand tu te prends une charge comme ça, ben en fait, le premier truc qui se passe, c'est que tu as littéralement, en tout cas moi, c'est ce qui m'était arrivé, t'as des brûlures en fait à l'intérieur des membres qui suivent les canaux des nadis, qui suivent vraiment toute la circulation énergétique. Et ça, bah, ça peut faire rentrer, dans mon cas, ça m'avait fait rentrer dans une forme de transe, parce que du coup, c'est l'énergie qui bouge à l'intérieur de toi et qui du coup te fait faire des mouvements de libération corporelle, pour le coup, pour gérer en fait cette intensité-là. Donc, pour moi, en fait, sans aller forcément jusqu'à un éveil de Kundalini fort et mal géré ou quoi que ce soit, simplement, en fait, il peut y avoir des éveils d'énergie, tu sais, de charge énergétique un peu trop élevée, et ça arrive bien plus souvent que l'éveil de Kundalini, en fait, en réalité. L'éveil de Kundalini, c'est assez rare, en réalité, que ça soit vraiment comme ça. Ce qui arrive très souvent, c'est une surcharge, comme je disais, d'énergie vitale, qui met le corps en mouvement, qui fait chauffer les mains, qui fait des symptômes énergétiques, et d'un seul coup, en fait, on a la tête qui explose, qu'on a l'impression que notre cage thoracique, il y a des aiguilles qui viennent nous ouvrir, par exemple, la cage thoracique, ou l'impression d'avoir ça au niveau du crâne, etc. Je décris des symptômes comme ça parce que ça m'arrive régulièrement d'avoir des gens qui viennent me voir pour ça, en décrivant ce genre de phénomène-là. En fait, c'est juste l'énergie vitale qui circule de manière plus forte dans ton corps et qui cherche à sortir, qui cherche à libérer, en fait. Ok. Oui, c'est-à-dire que tout le processus dont tu nous as parlé, qui de loin peut sembler quelque chose d'assez lisse, d'assez progressif, en fait, pour certaines personnes, va fonctionner par des paliers, et ces paliers, ils vont supposer une surcharge énergétique qui va faire que, bah, d'un coup, d'un seul, tu sais pas trop ce qui se passe, et bim, ça part un peu dans tous les sens, quoi, c'est ça? Dans l'exemple qu'on vient de décrire, cette personne-là, en fait, elle vient de vivre ce qu'on a appelé le choc, les prémices. C'est-à-dire que d'un seul coup, elle est obligée de se poser la question, qu'est-ce qui m'arrive? Elle peut plus vivre sa vie naturellement, en fait. Elle va être forcément tournée à se renseigner, regarder des vidéos, écouter, consulter des thérapeutes pour savoir comment soit faire cesser la douleur et assouvir son besoin de curiosité. Donc tu vois, on retombe sur nos pattes. Après, il y a des gens... Moi, par exemple, je trouve que mon éveil, je l'ai eu plutôt dans ma phase d'exploration. J'avais déjà commencé à bien naviguer un petit peu dans tout ça, mais je faisais beaucoup plus des voyages de conscience, des voyages chamaniques, des méditations, des choses comme ça, beaucoup par moi-même. Mais bon, ce qui fait que j'ai musclé, en fait, on va dire, mes corps énergétiques. Et à un moment donné, dans une conférence, il y a quelque chose qui m'a déclenché, et hop, en fait, cette énergie-là qui était un peu en dormance, en éveil, parce que j'avais travaillé avec quelque part et que je l'avais gardée un peu à l'intérieur de moi, d'un seul coup, pouf, elle s'est allumée. Elle s'est réveillée, en fait. Tu sais, moi, j'aime bien avoir toujours la lecture du point de vue de l'âme. Et tu vois, j'imagine toujours l'âme en train de faire son petit plan là d'incarnation en disant, bon, je vais cocher ça, ça non. Et est-ce que du point de vue de l'âme, c'est une manière de dire, ok, au moins je suis sûr que il ou elle va passer par cette phase-là et qu'il n'aura pas le choix, c'est l'éveil spirituel, quoi. Oui, c'est possible. Mais c'est un peu comme je disais tout à l'heure, en fait. Il y en a pour qui ça va être décidé, choisi à l'avance, et il y en a d'autres où ça va être une solution parce que les messages n'ont pas été entendus ou que ça traîne un peu trop. Ou alors, simplement aussi, ça m'est arrivé de comprendre ça aussi, il y a des circonstances qui fait que d'un seul coup, on a besoin que cette personne, elle s'éveille de telle manière parce que d'un seul coup, en fait, c'est comme une opportunité, c'est une opportunité de mission, une opportunité d'action qui fait que du coup c'est elle qui est la plus appropriée pour répondre en fait à un nouveau besoin. Ça, c'est l'équilibrage, c'est l'ajustement en fait qui se passe aussi pendant nos incarnations. Laurie, c'était passionnant, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut terminer cet épisode
en nous expliquant, que tu nous expliques comment du coup, parce que tu t'en as parlé à travers un petit peu ton témoignage, comment tu accompagnes les gens qui viennent à toi? Et ben, du coup, moi, j'offre des consultations individuelles plutôt d'équilibrage énergétique. Donc, en fait, justement, ce que je fais, c'est de l'harmonisation, de l'équilibrage, en fait, de tous les corps subtils, de tous nos systèmes énergétiques. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est vraiment déjà de comprendre le design, le mode d'emploi d'une personne, parce qu'en fait, on a tous les mêmes systèmes, mais pas forcément les mêmes branchements. Donc ça rejoint en fait l'unicité de chacun. Donc en regardant en fait comment la personne elle est branchée, ça permet de mieux comprendre aussi ce qui est déséquilibré, pourquoi c'est déséquilibré, quelles sont les tendances, etc. Puis donner des informations à ce propos. Et puis faire aussi le travail de mécanique. Moi j'ai tendance à dire que je suis un peu comme un horloger qui remonte le corps. Je fais la révision des 100 000, c'est-à-dire que je remets aussi naturellement en fait tous les systèmes et les canaux pour qu'ils soient le plus équilibrés possible et que le corps puisse reprendre en fait son mouvement naturel. Et alors, j'aimerais aussi qu'on parle rapidement d'une offre que tu proposes, que j'ai testée et que j'ai trouvé assez incroyable. Tu proposes l'analyse énergétique de projets ou d'entreprises. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Parce que moi, je l'ai vécu pour le coup et j'ai trouvé ça incroyable. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est exactement comme son nom l'indique, c'est que comme de la même manière que je vais regarder quelqu'un, une personne, comment elle est, c'est quoi son mode d'emploi, comment elle est branchée, etc. En fait, je vais faire la même chose sur une entité. L'entité en question étant une entreprise ou un projet ou un ensemble de personnes autour d'une même idée, ce genre de choses-là. Puisque dans l'invisible, à partir du moment où les idées sont organisées, elles créent une forme d'égrégore, en fait, tout simplement. Donc moi, je vais partir en voyage de conscience pour aller visiter l'égrégore de l'entreprise en question et de regarder comment elle se déploie dans le subtil et dans l'invisible. Alors pour ça, j'utilise un petit peu les outils que j'utilise de mon côté, là, c'est-à-dire beaucoup de visualisation, plutôt des pratiques chamaniques en voyage de conscience, etc. Donc ce que je vais voir, c'est déjà l'archétype de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle représente? Quel est son archétype? Sa façon primaire de fonctionner. Je vais regarder aussi comment elle se déploie, c'est-à-dire son environnement, son écosystème. Donc là, je vais étudier tout l'écosystème des offres, de son organisation, de ses relations avec les clients, avec les gens qui gravitent autour de cette entreprise-là. Je vais regarder les flux d'énergie, donc les flux monétaires. Comment les flux monétaires en fait circulent à l'intérieur justement de cet écosystème-là. Et puis, comme je le fais avec une personne, ça me permet d'une part de prendre de l'information et d'autre part de tester des hypothèses ou de proposer en fait des équilibrages, des modifications que moi je traduis ensuite en conseils concrets qui sont ensuite à mener par le consultant. Donc c'est une lecture psychique de ton entreprise dans l'invisible. Voilà. Écoute, c'est assez atypique, mais ouais, j'ai été assez bluffé par ton travail, donc je tenais à en parler. Pour terminer cet épisode, Laurie, et pour les personnes qui sont encore dans la phase d'intellectualisation, tu sais, est-ce que tu peux nous partager, toi, les sources, c'est-à-dire soit les personnes, soit les livres, qui ont été d'une inspiration importante dans ton cheminement d'éveil? C'est toujours une question difficile parce que j'ai tellement picoré. J'ai été drastiquement dans ma phase d'éveil, d'exploration et j'ai fait une belle crise de boulimie. Donc tout n'est pas à prendre, mais en fait, je te dirais que je reviens un peu sur des classiques, sur des bouquins. Dans les premiers temps, c'est Le Guerrier Pacifique, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, c'est des livres comme ça qui sont à la fois des fables et qui éveillent. Et après, j'ai été plutôt dans des bouquins plus techniques qui sont en lien justement avec des techniques de magnétisme, de manipulation d'énergie, de choses comme ça. Là, j'aurais pas forcément de nom à te dire de tête, mais au pire, j'y réfléchirai puis je transmettrai ça. Et sinon, de toute façon, je rappelle, la vie est bien faite.
Donc, elle va vous mettre sur le chemin des ouvrages, des lectures, des vidéos, des podcasts, des informations que vous avez besoin d'entendre. Et en fait, ce qu'il faut suivre, c'est sa curiosité. On a notre propre flair qui est capable de nous auto-enseigner. Donc, il faut être à l'écoute de ce flair. Voilà. Quitte à se perdre un peu, c'est pas grave. Eh ben écoute, on va terminer là-dessus parce que c'est une belle conclusion. Donc merci encore une fois Laurie pour ce partage et merci et comme toujours à vous tous chers auditeurs pour votre écoute fidèle. À bientôt. Ouais, pas de souci. Ouais, j'ai parti l'enregistrement, c'est bon. T'as parti l'enregistrement? Non mais je suis partie, putain, je sais plus parler quoi, c'est terrible. Je sais pas si je suis prête en fait. Je vais bafouiller. Bon bah si t'as parti, Non mais au moins. peut-être arrêter hein. Non voilà, c'est bon.